Bien, alors il est temps évidemment de passer à la table ronde suivante. C'est la dernière table ronde de la journée, donc on va en profiter, évidemment, tous ensemble, continuer à tweeter. L'intitulé de cette table ronde, individus et rêves d'ubiquité. On en rêve tous, les fréquences indispensables au réseau futur. Alors, pour animer cette table ronde, je vais demander à Elsa Bambaron du Figaro de bien vouloir venir nous rejoindre sur scène et de s'installer avant de recevoir ses invités. Applaudissements, s'il vous plaît. Daniel Janta, Gabriel Gauthet, Frédéric Pujol, Ulrich Réfus et Marie-Noël Gégaud-Lavessière sont donc présents à cette troisième table ronde. Vous pouvez les accueillir, les applaudir. Et puis, bien, je vous laisse la main, chers confrères. Cette dernière table ronde de la journée, qui est une table ronde très moderne, parce que nous sommes presque à parité homme-femme. C'est pas tous les jours dans les télécoms. Donc, nous allons aborder un très très beau thème, puisqu'il s'agit du thème de l'individu et le rêve d'ubiquité. Et le sous-titre étant les fréquences indispensables au réseau du futur. Je pense que ça parlera peut-être un petit peu plus de monde. Je vais présenter les intervenants rapidement. Donc, Gabriel Gauthet, vous êtes président en charge des affaires publiques, de la sécurité et de la défense chez Alcatel-Lucent. Daniela Genta, vice-présidente en charge de la régulation radio chez Airbus. Olivier Hubert, le PDG de TDF. Frédéric Pujol, le responsable practice service mobile à l'IDAT. Et last but not least, Ulrich Réfus, Head of Spectrum Policy, Nokia Network. Donc, pour commencer cette table ronde, j'aurais voulu faire une petite allusion à ce qu'avait fait Axel Lemaire la semaine dernière à l'IDAT. Malheureusement, elle n'est pas là, puisqu'elle avait été parmi les intervenants à Montpellier sans être là, puisque grâce à un petit robot d'Awabot, elle était présente sur scène tout en étant à Paris. Là, elle n'a pas réussi à se dédoubler avec Bruxelles, visiblement. Et donc, ce rêve d'ubiquité, cette nécessité d'avoir les réseaux du futur qui nous permettent d'être là, ici et ailleurs en même temps, comment vont-ils être utilisés? Et je vais me tourner rapidement vers Frédéric Pujol pour vous demander, avant de parler des réseaux du futur, comment les réseaux actuels sont-ils utilisés et pourquoi ne sont-ils pas suffisants à l'avenir? Pourquoi est-ce qu'il faut des nouveaux réseaux? Alors pour répondre à cette question, je vais vous parler des usages et de l'évolution des... Oui, ça fonctionne. Oui, alors pour commencer, donc, il faut parler de l'évolution des usages. Alors aujourd'hui, sur les réseaux mobiles, à peu près la moitié du trafic qui est utilisé et du trafic correspond à la vidéo. Donc c'est une part qui continue à augmenter sur les réseaux mobiles. C'est quelque chose qu'on observait déjà sur les tout premiers réseaux de type 4G aux États-Unis il y a quelques années. Il y avait déjà 50% du trafic qui était généré par Netflix. Netflix vient d'arriver en France cette année, donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui va contribuer à augmenter le trafic. Alors parmi les évolutions, on a beaucoup parlé ce matin de l'Internet des objets. Donc là, on parle de milliards, de dizaines de milliards d'objets qui vont arriver d'ici 5 à 10 ans, qui vont générer plutôt moins de trafic qu'un smartphone. Mais la quantité d'objets connectés va finir par générer énormément de trafic. Ensuite, il y a d'autres évolutions qui sont en train d'arriver progressivement. Aujourd'hui, un réseau mobile, il est surtout configuré pour gérer du trafic descendant, donc qui est consommé sur votre smartphone ou votre tablette. À l'avenir, avec la présence de capteurs de plus en plus fins sur les smartphones, les tablettes, donc des appareils photo, et des capteurs vidéo qui vont permettre de faire de la 4K, on va avoir des contenus générés par les utilisateurs qui vont aller dans le sens montant. Donc ça, c'est une certaine évolution. Il y a aussi le fait que la voix sur LTE, elle passe en mode IP, donc elle va générer aussi du trafic symétrique, le besoin de visioconférence aussi.
va générer plus de trafic symétrique sur les réseaux mobiles. Donc ça, c'est une tendance qui va être assez importante. Alors la standardisation a pris ça en compte, puisque bon, les prochaines versions de LTE vont permettre d'augmenter ces débits dans le sens montant. Mais il y a une certaine modification des usages. Par ailleurs, on voit que les réseaux 4G, qui sont très performants en termes de débit et de capacité, permettent, dans un certain nombre de cas, de remplacer les réseaux fixes, là où ils ne sont pas construits, dans les pays en développement. Et même dans des pays développés, ils peuvent être utilisés pour se substituer aux réseaux fixes, là où les débits vont pas être suffisants en ADSL, quand on arrive à quelques kilomètres du sous-répartiteur. Donc on observe ces usages dans un certain nombre de pays, donc l'utilisation de LTE pour l'accès fixe, on le voit aux États-Unis, en Australie, en Norvège, un peu en Allemagne aussi. Ce qui est important en parallèle de cette évolution, c'est le positionnement des opérateurs qui proposent des forfaits mensuels qui permettent de consommer un certain nombre un grand nombre de données. Un film vidéo aujourd'hui en haute qualité, en haute définition, c'est à peu près 1 gigaoctet. Donc on voit les packages des opérateurs, aujourd'hui c'est 1 giga, 2 gigas jusqu'à 10. Le maximum, ce qu'on a vu au maximum pour le moment, c'est 80 gigaoctets. Donc ça permet théoriquement de consommer 80 films en haute définition pendant un mois sur un réseau mobile. Donc ça, c'est une évolution quand même assez importante. Et on voit que il y a certains pays d'Afrique aussi où des réseaux LTE sont lancés pour fournir de l'accès à Internet. Et les consommations, là où les opérateurs s'attendaient à des consommations de 7 ou 10 gigaoctets par mois, c'est le double. Parce qu'il y a une appétence et puis il y a des réseaux qui répondent bien à la demande. Donc voilà un certain nombre d'évolutions qu'on peut noter. Ça, c'était juste pour le secteur commercial, pour les réseaux mobiles commerciaux. Il y a aussi des besoins qui ont été un tout petit peu évoqués ce matin, notamment pour les réseaux de sécurité. On voit bien que tout l'intérêt pour des pompiers sur un lieu d'intervention de récupérer immédiatement le plan de l'immeuble pour aller plus vite dans leur intervention, ou alors pour des forces de police d'avoir accès à des bases de données extrêmement rapidement. Donc il y a des besoins qui ont émergé pour les réseaux de sécurité, tout ça s'est structuré, donc il y a une demande de la part des industriels du secteur de pouvoir disposer de 2 fois 10 MHz en dessous de 1 GHz, donc pour tous les besoins en haut débit des réseaux de sécurité. Et puis juste pour revenir sur un point qui a été évoqué ce matin par rapport au chemin de fer, donc il dispose effectivement de quelques mégahertz en dessous de 1 GHz, dans une bande adjacente à la bande GSM historique. Alors cette bande est très peu utilisée effectivement, mais enfin c'est quand même assez sensible puisque ça sert à contrôler les trains. Donc si le train ne reçoit plus le signal du réseau, il s'arrête. Donc on voit tout de suite que ça a un impact sur le trafic commercial et de marchandises. On ne fera pas de réflexion désagréable sur les trains, mais je vais quand même poser une question à Gabriel Gauthier sur les besoins qui vont justifier la technologie donc 5G, qui est l'étape suivante en 2020, et quelle sera la part de cette croissance en fait exponentielle qui est attendue dans l'usage des données, qu'il s'agisse de personnes, d'objets, de réseaux, d'infrastructures, et quels sont les autres éléments éventuellement à considérer. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez un peu, ça marche ? Alors, juste pour information, parce que normalement la régie son nous entend, donc si on pouvait augmenter le son des micros, ça serait fantastique. Merci. C'est bon là ? Ça y est. Alors, sans répéter ce qu'a dit Frédéric, je pense qu'il y a 3 grands facteurs de modification des usages dans la 5G. La première, c'est quand même l'explosion de terminaux variés. D'abord, l'explosion des terminaux mobiles, ça on l'a déjà dit, que le smartphone a dans l'histoire de l'humanité été l'innovation qui s'est répandue le plus rapidement. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire que le smartphone a mis 18 mois pour atteindre la pénétration que la télécouleur a mis, pardon Olivier, 15 ans à atteindre dans l'histoire de l'humanité. Donc on a quand même, donc ça c'est les smartphones. Bien évidemment, et je crois qu'on l'a dit énormément, la 5G sera l'explosion d'autres capteurs très variés. L'Internet des objets, évidemment, étant un de ceux-là. En 2017, il y aura 3,9 milliards d'hommes qui seront connectés, mais 70 milliards de choses, d'objets. On comptera les choses qui ne sont pas connectées, peut-être, avec des besoins très différents. Alors là, ce n'est pas des besoins forcément de très haut débit, comme on disait, mais c'est des besoins hétérogènes, sporadiques. Voilà, donc explosion des terminaux très hétérogènes. Deuxièmement, l'explosion toujours quand même de la vidéo, oui.
Et troisièmement, c'est l'explosion du cloud. Et nous, on anticipe quand même que, effectivement, les besoins des réseaux, quand même en termes de débit, vont toujours continuer à augmenter. La deuxième caractéristique, c'est que on a fait un modèle chez Alcatel-Lucent de l'explosion du trafic qui, en moyenne, entre 2012-2017, va faire x26. Il va quand même faire, il va être beaucoup plus en plus forte augmentation dans le trafic dit métro que dans le backhaul, à cause d'une donc l'explosion un peu des usages locaux et une forme avec le cloud de décentralisation, puisque les réseaux vont aller vers effectivement ce que nous on appelle la virtualisation d'un certain nombre de fonctions des réseaux, mais en même temps également une déconcentration aussi. Donc ces réseaux vont devoir gérer une complexité assez importante en termes de bandes de fréquences. Ils vont devoir gérer des fréquences basses, des fréquences hautes, des ex-fréquences de la 2G, de la 3G, de la 4G. Peut-être encore d'autres fréquences qui seront libérées de la 5G. Ils seront multistandards. Ils devront toujours gérer du Wi-Fi, de la 2G, de la 4G, etc. Et ils seront dans des topographies, il ne va pas y avoir que des small cells. La topographie va être des small cells, donc des petites cellules, des métrocellules, des femtos, des macros, toujours. On ne va pas voir disparaître tous les niveaux. Donc, une complexité à gérer. Tout ça dans un contexte où, comme je dis, le réseau va être virtuel avec des fonctions de contrôle beaucoup plus agiles et le réseau va devoir s'adapter aux besoins de l'utilisateur final, à toute cette hétérogénéité. Donc c'est ça, je dis peut-être pas grand-chose en disant ça, mais ce n'est ni uniquement davantage de débit, ni uniquement davantage de latence et de sécurité, ni uniquement davantage c'est une agilité, davantage également d'énergie, de baisse de consommation d'énergie, gros sujet dans les réseaux 5G. Faire des terminaux et des réseaux qui consomment moins, donc en termes de batterie, etc. Donc la 5G va être tout ça. C'est une agilité à gérer la complexité et l'hétérogénéité encore plus grande. Et puis, bien sûr, les fréquences, elles ne sont pas complètement extensibles, même si la prochaine réunion, la CMR prochaine, va se pencher sur d'autres fréquences à libérer pour la 5G. On va aller vers un partage des fréquences. De fréquences de bande licensed et unlicensed, donc libres et attribuées, et vers un partage également entre des utilisateurs différents. La police et la sécurité, on en a dit un mot. Moi, comme je vends également cette technologie du futur à des forces de police et de défense, il y a peu de pays qui pourront se payer des réseaux dédiés. Donc, ils vont vouloir des réseaux partagés avec des opérateurs parce qu'il y a une économie à construire des réseaux partagés, en partageant de plus en plus, jusqu'aux fréquences. Vous passez presque naturellement la main à Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière, c'est très gentil de faire les transitions. Et donc, selon Orange, quelles sont les caractéristiques clés que doit avoir cette 5G et quels impacts ces caractéristiques auront-elles en termes de spectre, d'usage de fréquences et on parlait des usages pour les consommateurs. Alors, Gabriel en a déjà parlé. Donc, la flexibilité, c'est une des caractéristiques importantes, puisque effectivement, on va avoir différents usages qui vont cohabiter et dont la nécessité dans le temps va varier. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir répondre de façon extrêmement rapide. Donc, quand on veut, par exemple, diffuser un service réseau quel qu'il soit, quand on met quelques semaines aujourd'hui, il faudra mettre quelques jours. Et ce qui va aujourd'hui prendre quelques jours devra mettre de l'ordre de quelques heures ou d'une heure. Donc il va falloir qu'on aille très vite pour être capable d'augmenter le flux à un moment donné, de provisionner un VPN, de provisionner un CDN. Donc on va aller très vite. Il faut aussi qu'on puisse avoir des capacités d'exploiter ce réseau de façon économiquement viable, parce qu'on va avoir énormément de données qui vont circuler. Donc il faut qu'on ait effectivement des réseaux automatisés qui sont effectivement auto-configurables et qui nous permettent de délivrer de la QS et d'avoir quelque chose qui reste exploitable. Parce que tout à chacun ici, les entreprises, nous, on va être aussi de plus en plus dépendants de ces réseaux et des services. Et donc, il faut vraiment qu'on soit capable de répondre en temps et en heure et de contrôler les choses.
Alors l'énergie aussi, enfin l'efficacité énergétique est pour nous un point colossal. Si on peut prendre un exemple, par exemple, le trend qu'on a aujourd'hui, la tendance qu'on a aujourd'hui, et la croissance des débits et la croissance des usages fait que si on ne fait rien, ce qui ne sera pas le cas, mais si on ne faisait rien, on anticipe qu'en 2020 ou un peu après, notre facture énergétique pour un groupe comme Orange pourrait atteindre 1 milliard. Ce qui n'est pas viable économiquement, ni pour la planète, ni pour nous. Donc ça tombe bien. Donc ça va devenir un sujet sur lequel effectivement tout le monde doit se mettre ensemble pour regarder comment on est capable de faire. J'étais hier au salon de la recherche d'Orange et regardé des technologies qui vont permettre d'aller jusqu'à descendre de 90% de la consommation énergétique d'une cellule. Donc on n'est pas sur 3, 4, 10 ou 15. Hein. Donc évidemment, ce qui fait 90 en labo fera pas 90 en vrai, mais enfin si on est sur des diminutions par 2 ou plus, c'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une antenne radio, par exemple, eh bien vous arrosez partout, c'est un peu la notion du lampadaire, et il faudrait se retrouver plutôt dans la notion du théâtre et d'avoir un projecteur qui va envoyer un faisceau sur le récepteur qui en a besoin, au lieu d'arroser toute la campagne, alors qu'il n'y en a pas besoin partout. Donc on a véritablement un enjeu extrêmement fort sur notre consommation d'énergie, sur évidemment la sûreté et la sécurité, et puis sur quelles fréquences seront nécessaires et est-ce qu'il faut effectivement qu'on se mette tous ensemble. On n'anticipe pas de rupture majeure sur la gestion des fréquences par rapport à la 4G. La 5G est en rupture par rapport à la 4G sur justement son architecture, sa conception par elle-même. Mais pour le reste, je pense qu'il va y avoir utilisation des bandes qui sont actuelles aujourd'hui, 2G, 3G, 4G. Et puis après, la question, c'est de savoir est-ce qu'il en faudra encore plus. Et à la NFR, on entend souvent les affectataires qui disent que les telcos sont très gourmands, phagocytent les choses. En même temps, à partir du moment où l'efficacité spectrale en fait augmente pas plus vite ou augmente moins vite que le besoin en nouveaux usages, eh bien effectivement, il n'est pas impossible que de nouveaux besoins apparaissent. Et là, il faudra se poser la question de où, quand et si on peut avoir une harmonisation mondiale de la gestion de ces zones de spectre. Aborder beaucoup de thèmes passionnants, notamment celui de la consommation d'énergie, mais je vais peut-être demander à Olivier Huard de se montrer un peu plus pragmatique. Alors, je ne sais pas si je vous pose une question sur et la télé dans tout ça face à la gourmandise des telcos, ou si je vous demande tout de suite de revenir sur le rapport Lamy, peut-être qu'on fera le rapport Lamy plus tard et que je vais vous demander et la télé dans tout ça. Et on parle de la télé et du rapport Lamy, peut-être quand même, il faut en parler un petit peu quand même, parce que moi je crois que... Faites un 2 en 1 alors. Comment on va peut-être faire un 2 en 1. Je crois que l'information la plus importante que je voudrais partager ce soir avec vous en matière d'évolution des fréquences, ça tient en 3 chiffres. 20, 25, 30. C'est la synthèse du rapport Lamy. 2020, 2025, 2030. Alors le rapport Lamy, qu'est-ce que c'était déjà que ce groupe de travail Lamy, Pascal Lamy, commandité par la Commission européenne, a réuni une quarantaine d'industriels venant à la fois du secteur des télécoms et venant également du secteur audiovisuel, les broadcasters et les éditeurs de contenu, pour définir à l'horizon 2030 l'usage des fréquences et du spectre. Et il nous a réunis 4 fois, de janvier de cette année jusqu'à juin de cette année. Moi, j'avais la chance et le privilège de représenter l'industrie du broadcast, en tout cas pour la France. Et dans les débats qui ont été quand même animés, il faut le reconnaître, j'ai bien vu à un moment son œil pétiller et je me suis dit, tiens, ça y est, il est en train de prendre sa décision sur un élément important. Et cet élément important, c'est tout ce qui touche autour des arguments industriels. Parce que on va devoir partager donc des fréquences et donc on va devoir investir. Et pour investir, il faut du temps, il faut de la visibilité. Et ça, c'était très très important. Alors le rapport, la synthèse, c'est 2020, 2025, 2030. Qu'est-ce que c'est ? 2020, c'est l'horizon auquel les fréquences hautes de la bande des 700 devront être rétrocédées et donné donc au monde des télécoms, plus ou moins 2 ans. 2030, c'est la date jusqu'à laquelle les fréquences basses en 500 MHz et 600 MHz pourront être utilisées de façon exclusive par la télévision.
Et 2025, c'est une sorte de clause de revoyure. Clause de revoyure à la date à laquelle on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire au-delà de 2030 ? Alors, ce rapport Lamy, c'est important parce que c'est un cap, c'est une référence, en fait, c'est presque une première en Europe. C'est la première fois que l'Europe se dote un peu d'une doctrine pour définir l'usage du spectre et des fréquences à l'horizon de 15-20 ans. Et dans la grande foire aux fréquences, entre guillemets, qui s'annonce la CMR donc, de 2015, ça va poser complètement donc, le paysage. Bien. Et pour revenir aux objets connectés, Daniela Genta, ça c'est un sujet que j'aime bien, moi, les objets connectés, parce que je pense qu'on sera bardé de capteurs avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Quel pourrait être le rôle et l'apport du satellite dans les réseaux, que ce soit à la fois M2M ou l'Internet des objets? Est-ce qu'en plus d'être traqué par son téléphone, on sera traqué par un satellite? Vous non plus, vous ne fonctionnez pas. Ça marche? Oui. Merci. Non, ma tâche a été facilitée parce qu'il y a eu déjà tout à l'heure, ce matin, dans le panel, un intervenant de Sigfox qui a annoncé donc qu'on aurait parlé du rôle du satellite. En effet, c'est les réseaux cellulaires aujourd'hui dans le monde cherchent de s'adapter au marché de l'Internet des objets, des applications machine-to-machine. Mais pour développer donc des solutions à bas coût et aussi fiables avec une consommation énergétique, comme ça a été rappelé tout à l'heure, basse. Malgré tout ça, il restera en tout cas des zones dans le monde qui ne seront pas couvertes par les réseaux cellulaires et qui resteront hors couverture. Donc, zone océanique, zone désertique, les montagnes. Et donc, il y aura des services et des applications qui ne pourront pas être fournis. Et avec donc Sigfox et aussi avec le centre de recherche du commissariat à l'énergie atomique en France, nous avons joint notre force et présenté un projet à travers le programme d'investissement d'avenir en France. Le projet s'appelle Mustag. Et c'est donc de coupler, d'avoir un réseau hybride satellitaire terrestre, donc de coupler ce que sont les avantages du satellite de couverture d'une infrastructure à la fois résiliente, avec une très haute qualité de service et qui peut aussi fournir du backup, surtout dans des situations parfois de désastre. Où donc les infrastructures terrestres ne sont plus disponibles, le satellite, lui, il est toujours là. Et donc dans le cadre de ce programme, la plus grande innovation sera de développer une puce modem qui va permettre aux équipements à la fois de communiquer avec le satellite et avec le réseau terrestre. Et dans les prochains 3 ans, avec ces développements, on pourra déjà rentrer dans une phase de commercialisation du service. Donc avec cet avantage de couverture globale, avoir des applications donc, de tracking, de monitoring pour le transport maritime, océanique, aussi pour des applications aérocommunication pour les avions, pour faire du tracking des avions. Et également aussi pour de ce qu'on appelle donc le smart metering, le smart grid. Ce seront des messages à faible puissance, à longue portée par contre, et avec vraiment un avantage en termes d'économie énergétique et de coûts. Et d'un point de vue satellitaire, je peux vous dire que aussi le satellite ne sera pas un fort élément coût. Au contraire, parce qu'on envisage une constellation de satellites en orbite basse. Ces satellites n'auront pas de relais terrestre, mais auront simplement un relais avec un autre satellite géostationnaire. Donc d'un point de vue aussi d'économie globale de l'infrastructure, on pourra coupler la large couverture satellite avec après le réseau terrestre déjà installé, et je crois que Sigfox travaille donc son réseau terrestre et avec TDF. Je vais vous faire une question longue et vous demander une réponse courte,
Daniela. Enfin, je suis étonnée de voir le nombre de gens qui s'intéressent à couvrir les zones qui ne sont pas couvertes, qu'on a du mal à couvrir les zones peu denses en France, mais ça c'était une aparté. Et l'autre chose, c'est je suis aussi fascinée par le nombre de choses qui vont flotter et qui vont nous permettre de nous connecter, parce que vous avez ce projet satellite, Thales a un projet de ballon, de dirigeable, il y a les ballons de Google, les Loons, et le projet drone de Facebook. Ça fait pas un tas de machins qui volent sur des zones où il n'y a personne? Non, on n'est pas tous à la même altitude déjà, je pense. Après, d'un point de vue fréquence, je pense qu'on n'utilisera peut-être pas tous les mêmes bandes de fréquence non plus, donc on devrait arriver à coexister, oui. On va peut-être redescendre sur Terre avec Ulrich Reyfus, si vous voulez bien. Et qu'est-ce qui va sous-tendre en fait cette demande de spectre, et comment vous aussi allez répondre à ces nouvelles demandes, et peut-être aussi avec des réseaux qui vont s'adapter sans revenir exactement sur ce qu'a dit votre consoeur d'Alcatel-Lucent, ce qui j'avoue est un vrai défi. Thank you very much. Please allow me to answer in English. My French is malheureusement not so good that I could do that in French. I think we share many of the views that have been stated. This discussion towards 5G at the moment is a very technical one, which may not matter in these technical terms to the end customers at all. So I think in the end it comes to certain customer experience you need for a certain service. You need a certain latency, you need a certain bandwidth. And if many people want to have the same service, you need also these high capacities. But then one very important aspect is coverage. So a service has to be offered over large contiguous coverage areas. It doesn't typically help to have, like in emerging markets, 3G in the central business district of a town, because people there have connectivity in their offices anyway. You rather need it where people are at home and may not have good copper infrastructure. And we see similar trends with LTE coverage, that you need to reach certain coverage thresholds to really have a successful LTE offering and consistent LTE experience to the customer. And I think this is where this digital dividend spectrum plays a major role. So we have certainly the 800, but on the other hand, we have very challenging broadband targets in Europe with 30 megabits to every home by 2020, with some countries even being a bit more ambitious time-wise and bit rate-wise. We have more and more the demand for pretty high bandwidth services, if you think in terms of video, audiovisual content consumption on the move. So this is where actually the 700 megahertz band will also play a very big role. What's also important to end customers, I think, is that they are able to roam with their devices. So 700 megahertz band is a global band. It's the largest possible footprint of a single band in a coverage band, which means excellent roaming conditions globally. So basically, without the exception of maybe the US and Canada, there is this opportunity to have this particular 700 megahertz band plan, which has now been adopted by CPT, really on a very global footprint. So this is why, let's say, we could even imagine a bit quicker implementation than maybe 2020 plus minus 2 years in the Pascal Lamy report. But at least it gives a clear roadmap. And we also acknowledge for the fact that there are countries that have issues in freeing the band quickly, whereas other countries can be a bit quicker. And, well, I think you're following these discussions. Let's say the usual suspects in the north of Europe, Finland and Sweden, have committed to a dedication to mobile of the band, the 700 megahertz band by 2017. We have currently the consultation on a proposal by the German administration to auction the band in 2015, but then with usability of the band somewhere between 2017 and maybe mid-2019, when there is this planned migration finished to the DVB-T2 system for the terrestrial television. Maybe this is still a little bit this kind of old world, so take something away from someone else, put it to meet this demand of mobile. We are also working on concept, and that is also part, or at least mentioned in the Pascal Lamy report. Are there ways where actually broadcast and mobile broadband can work together to deliver a better service? So how does the linear content actually get onto mobile devices? That's, I think, a very interesting question for broadcasters. How do you reach these younger people? How do you get the interactivity which comes with these devices? This much more intimate customer contact,
well, eventually you could think of TV shows where there are live inserts, not only audio as we may have in FM radio today, but really get the person with his picture, with his camera, or let's say you have these today on television, these phone numbers you can dial. Why not have the touchscreen of the device and have the people much more interact with the program actually. So I think there's a whole world then also for the content side of broadcast to play with, should we manage to get these linear services over mobile networks. And again, coverage I think is an issue. So coverage in many countries relies for television on rooftop antennas. Mobile coverage reaches these devices in your pocket basically. It reaches them on, let's say, a suburban train like the metro in Paris. So there are companies that have the infrastructure to reach these places today, as you all can experience with GSM Voice. Unfortunately, it's not that perfect yet with LTE data, but eventually using the existing infrastructure in terms of sites, in terms of antenna installations whatsoever, which is the major investment and maybe the much bigger investment compared to the equipment, unfortunately, for companies like ourselves. So using those assets may actually lead into quite interesting synergies, and I think this then connects to this discussion of having silos versus more maybe shared approaches. So shared approaches can span very different dimensions, but we can well imagine putting more and more services, and public safety, for instance, has been mentioned, onto this existing mobile infrastructure where you have the sites, where you have backhaul, you have antennas, you have a lot of the things you need to get services to the customers. Thank you. J'aurais peut-être voulu relancer Gabriel Gauthier sur le point de la consommation et comment justement les réseaux du futur peuvent alléger la facture de Marie-Noël. Ça c'est un vaste sujet. On travaille à la fois donc sur la consommation des réseaux. Alors les terminaux, nous on n'en fait pas, mais il y a quand même énormément également à faire du côté de la consommation des terminaux. On fait ça en réduisant les besoins de signalisation. On fait ça effectivement en focalisant plus, comme le disait Marie-Noël, en rendant les réseaux plus agiles et plus dynamiques pour répondre aux besoins et uniquement aux besoins de l'utilisation. Si elle est sporadique, elle est sporadique. Si elle a besoin de plus, aux besoins extrêmement variés. Il y a des besoins pour certains de très haut débit. Il y a des besoins pour d'autres de plus de sécurité, d'autres de latence, d'autres uniquement de remonter quelques informations sporadiques de tous les compteurs. Donc, et le réseau doit pouvoir s'adapter, se focaliser mais évidemment, il y a aussi pas mal de choses à faire du côté des terminaux. Alors, bon, je renvoie peut-être la balle du côté des terminaux. Mais voilà, donc, mais c'est un vrai sujet. Et on y travaille, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans les appels d'offres des opérateurs, hein, cette réduction. Ça, c'est très clair que c'est pour nous quelque chose de très, très, très important. Alors, finalement, il y a énormément d'usages pour la 5G. Et Marie-Noël, pensez-vous qu'il y aura une seule définition de la 5G, puisqu'elle est en cours d'élaboration? Ou est-ce qu'il y aura des sous-catégories? Est-ce qu'on aura une 5G téléphonie, une 5G M2M, une 5G... Alors, ça c'est un vrai sujet, parce que plus on arrivera à avoir un système simple et commun, plus évidemment on gagnera en écosystème, en coût, en capacité à développer. Et donc je pense que c'est la technologie sous-jacente de la 5G qui permettra à un moment donné d'être suffisamment souple pour pouvoir prendre en compte une multitude de contraintes, de débit, de couverture, de latence, enfin, tout ce dont Gabriel parlait, ou est-ce qu'il faudra de façon assez rapide différencier un certain nombre de variantes? Donc une fois qu'on aura ces choix à faire, les choix devront être faits. Moi, nous on milite beaucoup pour dire que plus on arrive à avoir un système unifié, normalisé, homogène, c'est la même chose sur les géographies, hein, c'est la même chose sur les usages, plus on ira loin en capacité à déployer, en capacité à avoir des terminaux et avoir des terminaux qui se parlent les uns avec les autres et qui s'interconnectent les uns avec les autres. Donc on n'a pas la réponse aujourd'hui. La demande clairement est d'aller vers quelque chose dont la souche est la plus homogène possible. Est-ce que technologiquement
on sera capable d'aller vraiment jusqu'au bout, la réponse, on ne l'aura pas tout de suite. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas se donner des chances de temps trop importantes quand on parle de la 5G. Alors, je sais que les Asiatiques ont aussi des Jeux Olympiques, je crois, ou des manifestations particulières qui font qu'ils ont envie que ça soit prêt super tôt. Mais c'est justement pas les Jeux Olympiques du débit. C'est-à-dire que c'est un élément, mais il n'y a pas que ça. Il y a justement tous les sujets dont on parlait. Et si on va trop vite, on n'aura pas suffisamment de gap technologique et on n'arrivera pas à avoir quelque chose qui est significativement différent. C'est un investissement fort que d'installer un nouveau réseau. Alors, ça peut toujours servir à quelques manufactureurs, mais ils ne sont pas comme ça, de se dire qu'effectivement, ça fait du renouvellement dans les terminaux, parce qu'il faut qu'on arrive à se dire, on est en train de déployer aujourd'hui la 4G, 2020, c'est dans pas longtemps à l'échelle de la construction d'un réseau. La 3G, c'était 2004, le début des villes 3G, donc ça sera peut-être pas 10 ans, parce que tout s'accélère, ça c'est sûr, mais en tout cas, 2018, c'est juste demain matin, donc je pense qu'il faut se laisser un peu de temps pour que le saut technologique nous permette de résoudre ces sujets-là, avoir quelque chose qui est très homogène, qui est très agile, et que ça soit véritablement différent, et pas uniquement la 4G plus 1, quoi. Ça soit quelque chose qui soit radicalement différent dans l'architecture technologique sous-jacente pour avoir tous les bénéfices d'usage, d'agilité, d'énergie, enfin tous les sujets dont on a parlé. Je suis peut-être un peu trop piquée télécom, mais Olivier Huard, moi j'ai l'impression que dans cette espèce de futur des réseaux qui se dessinent, finalement, il y aura un peu besoin de fréquences pour regarder la télé, enfin pour le broadcast, il suffira d'avoir de la 5G et du Wi-Fi et tout ira bien. Alors, j'aime bien les questions provocatrices, je pense que c'est ça qui fait avancer le débat. Souvent, on nous voit comme un acteur uniquement de la télé, de l'ancien monde, de la radio, etc. Nous, on voit notre métier de façon très très différente. On voit notre métier vraiment autour d'un métier d'industriel des infrastructures numériques, médias et télécoms. Mais ça change tout. Ça change tout parce que, premièrement, on est très fiers de ce qu'on a fait, de notre passé, et on pense qu'on peut aller plus loin et écrire aussi des pages de l'histoire. Alors, je voudrais vous donner quelques petits éléments. Nous, on pense que c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures. C'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures, et nous, on est pour les mariages mixtes. Je vais exprimer mon point de vue. J'ai parlé du mariage mixte. La télévision, aujourd'hui, elle va être plurielle. Et c'est évident, le linéaire côtoie le non-linéaire et de plus en plus. Et la question d'ailleurs que nous, en tant que TDF, on s'est posée, c'est mais comment fait-on pour offrir de l'interactivité et être présent également, puisque nos clients chaînes nous demandent également des solutions mêlant du linéaire et du non-linéaire. Donc il y a plusieurs options. L'année dernière, j'étais venu vous parler de la télévision hybride et connectée. C'est quoi la télévision hybride et connectée ? C'est la possibilité, sur un seul et même terminal, de regarder votre télévision linéaire en broadcast et d'avoir accès à l'interactivité via l'accès Internet, le réseau télécom. Et la télévision, elle est connectée, elle parle deux langues, elle est connectée d'un côté à votre antenne et râteau, donc, et de l'autre côté directement sur le réseau téléphonique. C'est tellement vrai que les opérateurs télécoms aujourd'hui, quand ils commercialisent leur box, pour plus de 50% des cas, cette box, elle est connectée non seulement au réseau téléphonique, mais elle est également connectée, dans plus de la moitié des cas, à l'antenne, pour délester en fait les réseaux. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on a lancé des initiatives aussi. Alors, on a lancé par exemple l'initiative Télévision dans les bus. Télévision dans les bus, ça c'est l'exemple même d'un très bon mariage mixte. C'est une expérimentation qu'on a lancée donc à Rennes cette année, qui consiste à regarder de la télévision en live sur votre smartphone, sur votre tablette, quand vous êtes dans un bus. Alors vous allez me dire, quoi de neuf par rapport à la 3G? Alors, c'est un mariage de la technologie broadcast. On transmet donc tous les flux de télévision jusqu'au bus en broadcast, et dans le bus, on diffuse en Wi-Fi. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau terminal, parce que c'est souvent le problème, et vous pouvez regarder directement vos flux de télévision, vos programmes de télévision, avec une fluidité, une qualité, c'est jamais coupé pendant tout votre trajet, etc. Et ça, il faut reconnaître que, je ne dis pas que c'est nettement meilleur, mais c'est un vrai complément
et ça se différencie par rapport au réseau mobile. On peut offrir aussi des compléments de couverture, de qualité et également de coût par rapport au réseau mobile. Et moi, quand j'ai fait cette expérimentation, j'étais avec des journalistes, j'étais avec des représentants des communautés municipalités, etc., avec des gens qui prenaient le métro. Et je peux vous dire, ils étaient quand même bluffés, quoi. Enfin, vous appuyez sur l'icône, vous avez tout de suite le flux là. Pendant 20-30 minutes, ça n'a jamais été coupé une seule fois. C'est le rêve. Par rapport à la 3G. C'était que pendant l'expérimentation, ça marchait tout le temps? Ça marchait. C'est une très bonne question. Et ça a marché tout le temps. C'était formidable. Bon, voilà. C'est pour vous dire que les mains HMIX, c'est important. Et on se pense aussi, on a aussi beaucoup investi, nous, dans toutes ces plateformes web, etc. Mais je voudrais aller encore plus loin. Nous, on pense que en termes d'infrastructures mobiles et médias et télécoms, un acteur comme TDF peut même aller encore plus loin. Deux tendances qui ont été développées, sur lesquelles je reviendrai très rapidement en matière de réseau du futur. L'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment grand, c'est le rêve dont on nous parle, la 5G. C'est des débits absolument incroyables. La 5G par rapport à la 4G, c'est normalement le jour et la nuit. C'est la télécouleur par rapport à la télé noir et blanc. C'est 100 mégabits par seconde, voire plusieurs centaines de mégabits par seconde. Quand déjà en 4G, on arrive à 20-30 mégas, c'est formidable. En 3G, on en est à 400 kilos, 1 méga. Donc mais qui dit débit très élevé, dit fréquence très élevée. Et qui dit fréquence très élevée, dit pouvoir couvrant plus faible. Donc il faut augmenter le nombre de sites, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc là aussi, quand vous possédez un certain nombre de sites, on n'est pas les seuls, bien entendu, mais quand vous possédez des sites, eh bien, il y aura une problématique au-delà des fréquences de l'accès à des points hauts. Vous allez revoir, les opérateurs vont revoir l'architecture complète de leur réseau, microcellularisation, etc. Ça va complètement changer. Donc quand on s'en pense industriel des infrastructures, c'est une opportunité. Dernière opportunité, je vais aller très vite, les objets connectés, ça a été débattu en long, en large, en travers depuis plusieurs heures. Il y a eu des exemples dans tous les sens. Là, c'est à l'autre extrémité, ce que j'appelle l'infiniment petit, parce que là, on est sur des milliards d'objets potentiellement avec des tout petits débits. Et donc on utilise des fréquences qui, elles, sont beaucoup plus basses, donc avec un pouvoir couvrant beaucoup plus élevé. Et nous, on est effectivement, comme vous l'avez rappelé, aussi partenaire d'acteurs comme Sigfox, M2O-City et peut-être Actility. Il y avait une présentation ce matin très intéressante d'Actility, on n'y est pas encore, mais on sera peut-être un jour acteur comme ça. Donc voilà, et je pense qu'on n'a encore rien vu, hein, mais il y aura de la place vraiment pour tout le monde. Moi, j'en suis absolument convaincu qu'il y aura de la place pour tout le monde. Alors, vous voyez, le débat aujourd'hui, c'est l'avenir du 700, de la bande 700. On sait bien, c'est très important, et je remercie la NFR du rôle absolument central qu'elle joue aujourd'hui dans ce domaine pour défendre les intérêts de la France vis-à-vis des autres pays européens. Mais c'est, je dirais, un petit bout du sujet. Le vrai sujet, c'est quel est le plan industriel de la France des infrastructures numériques. C'est ça pour moi l'enjeu, le plan industriel de la France des infrastructures numériques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plan industriel? Un plan industriel, c'est un bon mix de techno, et je pense qu'il y en aura pour tout le monde et que ce sera pluriel, et c'est le bon rythme. Alors je vais revenir, le bon rythme, le bon mix de techno, ben voilà, pourquoi opposer broadband, broadcast, mobile. Moi, je crois qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde et il faut prendre chacune des technologies là où elle est très forte. On ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est exactement la même chose que dans l'électricité avec le thermique, le nucléaire et les énergies alternatives renouvelables. C'est exactement les mêmes problématiques. Il nous faut un plan industriel des infrastructures numériques. Et puis le bon rythme. Le bon rythme, c'est ni trop rapide, ni trop lent. Ni trop rapide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le risque, c'est les écrans noirs. Si vous coupez trop vite le MPEG-2, si vous introduisez trop rapidement, en généralisant une technologie de type DVB-T2, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les téléviseurs pourront pas suivre, les terminaux pourront pas suivre. Donc il ne faut pas que ce soit trop rapide. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop lent, parce que c'est justement ça qui permet aussi l'innovation.
et notamment l'évolution vers la généralisation de la HD, de la haute définition et même l'ultra haute définition. Donc voilà, moi je plaide un moment important en ce moment où se prennent décisions par les pouvoirs publics en matière de fréquences, d'élever un peu le débat, pas se focaliser uniquement sur les fréquences 700, mais d'avoir un vrai plan industriel des infrastructures numériques en France.